Donc, quel est le problème que je considère? Le problème considéré. Donc, j'ai considéré une extension quadratique de corps de nombre. Je vais regarder le groupe GLN sur E. GLN sur E est vu comme groupe sur F. Donc dessus, j'ai G donne G bar qui est l'involution galoisienne. Et puis, on a l'espèce symétrique des matrices G dans G, telles que GG bar égale l'identité. Donc là-dessus, on a une action de G. Hein, donc si X est dans S, l'action, ça se fait par conjugaison tordue. Gx, G bar, moins 1. Alors, si je considère une fonction test, alors je vais noter A, la note des adèles de F, et je vais regarder une fonction test sur les A points de S. Alors ça peut être une fonction qui est lisse à support compact, ou ça peut être plus généralement une fonction de Schwarz, donc lisse avec décroissance rapide de toutes les dérivées aux places archimédiennes. Je peux former, pour G dans GA, je peux former la série θ, qui est obtenue en sommant tous les points rationnels, sur tous les points rationnels de F, G-1 agissant sur X. Donc de la sorte, on obtient une fonction sur G entre crochets, hein, donc ce que j'appelle, c'est le quotient de GA par les points rationnels. Et la question, c'est, on a une action par translation sur ces fonctions Cauchy. Si on regarde l'espace des fonctions Cauchy, donc phi décrivant l'espace de fonctions test, donc on a une action par translation à droite et le problème c'est décomposer cette représentation. Alors on peut écrire les choses légèrement différemment. En fait, il existe une fonction test sur le groupe lui-même, tel que on va pouvoir écrire les éléments GG bar, donc l'action de G est transitive sur S. Donc je vais pouvoir écrire GG bar moins 1, des éléments de S, et alors je vais peut-être plutôt écrire G moins 1, G bar. C'est comme ça que je peux l'écrire. Ouais. Donc, ça, je peux l'écrire comme une intégrale sur h de A, f de g-1 h dh, pour une certaine mesure. Et h, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est g fixe sous g donne g bar, hein, de sorte que g mod h s'identifie à S. Donc, à ce moment-là, la fonction Cauchy eh bien, on va pouvoir l'écrire comme intégrale sur le quotient adélique de H de Kf de G de H dH, où Kf, disons de X et de Y, pour XY,
dont GA, eh bien, c'est la somme sur les points rationnels de GF de f de x moins 1 gamma y. Donc c'est le noyau automorphe, noyau de f qui agit par convolution à droite sur l'espace des fonctions L2 sur G. Donc dans cette perspective, pour cette fonction kf, eh bien, on va avoir une décomposition spectrale issue de la décomposition spectrale de Langlands de L2 de G, et le point c'est d'intégrer sur H. Donc la décomposition spectrale, elle se présente comme une intégrale de série d'Eisenstein, et le point essentiellement c'est d'inverser les intégrales d'Eisenstein avec l'intégrale adélique sur H. Et le souci, c'est que les séries d'Eisenstein sont à croissance modérée, mais leur intégrale sur H ne converge pas. Et donc, il y a une difficulté. Donc, la motivation pour cette question, c'est que ces fonctions-là apparaissent dans la formule des traces de Jacques-Héralys pour GLN. Et une motivation, ça serait d'obtenir la décomposition spectrale fine complète de cette formule des traces de Jacques-Héralys. Déjà, une décomposition partielle nous a permis, avec Beuzard-Plessy et Isidore, d'obtenir les cas restants dits endoscopiques de la conjecture de Gane-Gross-Prasad pour les cuspidales, pour les groupes unitaires. Donc, ça serait une motivation. Et plus généralement, avoir un exemple de développement spectral fin de formule des traces relatives. Alors, pour formuler l'énoncé, outre les séries d'Eisenstein, j'ai besoin d'autres objets qui s'appellent les périodes d'entrelacement. Alors, les périodes d'entrelacement. Donc, ce sont des objets qui ont été introduits par Jacquet, Lapide et Rogaski, précisément dans ce cadre, mais pour des représentations cuspidales. Il y a aussi des travaux de Lapide ultérieurs qu'on utilise. Et on veut l'extension de cette théorie, au cas des représentations discrètes qui apparaissent dans la décomposition de Langlands. Alors, je vais présenter ce qu'est une période d'entrelacement. Donc, d'abord dans un cas plus simple, et puis je donnerai une définition générale. Donc, j'ai besoin de fixer certaines notations. Je me fixe un sous-groupe parabolique de G, disons standard, qui contient le Borel standard. Donc j'ai un Lévy standard qui est M. N est le radical unipotent. Donc je considérerai les espaces de caractères réels non ramifiés, donc obtenus en tensorisant les caractères algébriques définis sur F avec R. Et puis on a des caractères complexes, donc obtenus en tensorisant par C. Mon groupe, donc le facteur de Lévy M, donc c'est un facteur de Lévy d'un groupe GLN sur E. Donc je vais pouvoir l'écrire comme un produit de groupes du même type. GLN1 croix GLN-R, donc avec la somme des ennemis bien sûr qui vaut N. Et là-dessus, j'ai le groupe de permutation sur un ensemble à R éléments que je vois qui va agir en permutant les facteurs. Donc, je vais noter ce groupe W de M. Et je l'identifie à un sous-groupe du groupe des permutations, le sous-groupe de G, donc en utilisant les matrices de permutation. Bon, et je vais m'intéresser
un sous-groupe particulier. Je vais noter W indice 2 de M. Donc ça sera les W dans WM, tels que, d'abord, l'action de W sur M laisse globalement M invariant, et d'autre part, W est une involution. Donc son carré est trivial. Donc si j'ai un W ici dans WM, ben je pourrais considérer le Lévy WM W-1, enfin, ou WM tout simplement, notez, qui sera aussi un Lévy standard. Donc si W appartient à W de M, eh bien W va pouvoir agir sur l'espace des caractères, et je noterai, donc c'est un endomorphisme qui a deux valeurs propres, 1 et moins 1, et je noterai moins W, l'espace propre pour la valeur propre moins 1. Alors, à tout élément de W de M, je vais associer, disons pour une application psi, je vais associer un Lévy. Donc, par sous-groupe de Lévy, j'entends facteur de Lévy d'un sous-groupe parabolique défini sur F, qui contient M. Donc, je note cet ensemble L de M. Alors, comment je fais ça? Eh bien, à W, j'associe le Lévy, qui est le produit des GLM I parcourant 1R, mais modulo l'action de W. Donc MI, c'est NI si W fixe I, et puis c'est NI plus NW de I sinon. Donc disons, on a des... Si mon M a 3 éléments, comme ceci, par exemple, à L2 différente de N1. Donc je peux regarder W qui permute ces deux blocs-là, qui sont de même taille, et puis j'ai à ce moment-là mon Lévy associé qui sera de ce type-là. Donc c'est typiquement ce que j'obtiens. Et j'appellerai les Lévy de bonne parité. Les Lévy de bonne parité, eh bien, ça sera l'image, donc ça sera psi de W de M. Donc c'est ces Lévy qu'on obtient à partir de M en fusionnant à chaque fois deux blocs de même taille. Et puis je noterai, je dirais que les éléments de W de M sont standards, eh bien si leur image par psi est un Lévy standard. Donc ça, c'est psi des L dans L de M, tel que L est standard. Donc on va d'abord associer des périodes à des éléments standards de W de M. Donc partons d'un élément standard de WM. Donc dans mon exemple, ça serait plutôt N1, N1, et on fusionne par exemple les deux premiers blocs, de sorte que le Lévy est standard, celui-ci est la standard que j'avais fait. Donc ici, j'ai une involution. Je l'ai identifiée à une matrice de permutation, quelque chose qui est défini sur F. Donc on a W bar égale 1, et donc j'en déduis qu'il existe un élément de G de F modulo HF tel que on est xi bar moins 1 est égal à W. Autrement dit, W dans mon espace, dans l'espace symétrique S. Alors à ce moment-là, j'associe différents groupes à P et à Xi. Donc un premier groupe Pxi qui est le groupe H, donc c'est GLN mais sur F, intersecté avec Xi-1 et Xi, et puis je fais la même opération pour Mxi. Donc ici je mets M, et
pour le radical unipotent de P, n xi, enfin n, donc qui donne xi, qui est l'intersection avec xi-1, n xi. Donc j'ai 3 groupes comme ça. En fait, P xi admet une décomposition de Lévy, dont le facteur de Lévy est n xi, et le radical unipotent est n xi. C'est une décomposition de Lévy. Alors c'est bon d'avoir en tête un petit exemple. De ce genre de construction. Donc exemple typique. Exemple typique, c'est on va prendre M de la forme GLN croix GLN dans GL2N. Donc le W2M, c'est W2M standard, c'est la même chose. C'est le groupe à 2 éléments. Et donc on a 2 cas. Soit W est trivial, donc on va prendre xi trivial. Donc à ce moment-là, mes groupes, c'est simplement donc P xi égale 1, P1, c'est simplement P inter H. Donc on a M1, c'est M inter H, etc. Et le deuxième cas qu'on considère, donc c'est W, c'est l'élément non trivial de W2N. Donc à ce moment-là, on peut choisir un xi. Alors par exemple, on peut prendre cette matrice-là, où tau, c'est un scalaire, un élément de E tel que il est de trace nulle, tau bar égale moins t, moins tau. Bon, et bien dans ce cas-là, on peut calculer, au lieu de calculer, enfin on va tout conjuguer par xi pour voir à quoi ça ressemble. Donc on fait xi h, xi-1, et à ce moment-là, on tombe sur les matrices de la forme A bar en diagonale, B bar sur l'antidiagonale, donc avec A et B, des matrices de taille n à coefficient dans E, donc intersectées avec G. Donc ce qu'on voit, c'est si on intersecte ce groupe-là avec le radical unipotent n, donc le radical unipotent, donc ça, intersecté avec le radical unipotent du parabolique standard associé à M, donc ça c'est n, et bien dans ce cas-là c'est trivial. Et si on intersecte avec M, eh bien on tombe sur les matrices diagonales par bloc de la forme A bar, donc quelque chose qui est isomorphe à GL n sur E. Donc c'est les 2 exemples fondamentaux de groupes qu'on obtient. Bon, alors une fois que j'ai fixé ces objets ben, je vais pouvoir donner la construction côté automorphe. Alors je vais partir d'une représentation pi, une représentation automorphe discrète de n. Alors ça, c'est les représentations automorphes discrètes de n de A, et je supposerai toujours que le caractère central est trivial sur un certain groupe AM infini, alors que je peux rapidement le définir. On a un homomorphisme HM de M de A vers le dual de l'espace des caractères, qui consiste à M associe l'homomorphisme qui a un caractère ou une combinaison de caractères associe le log de la valeur absolue adélique de qui de M. Et puis on fixe ici AM infini, donc il y a une manière canonique de faire, je ne vais pas rappeler. Ça c'est un groupe central dans la composante archimédienne de M de A. Et le point, c'est que quand je compose ceci, j'ai un isomorphisme. Donc on a ce groupe central. Et puis je vais considérer l'induite
l'induite normalisée de pi à G de A. Alors ça c'est réalisé dans un espace que j'appelle APπ, qui est dans un espace de forme automorphe sur G de A divisé par le radical unipotent du parabolique standard P fois, donc invariant aussi par ce groupe central à m infini et les points rationnels de F. Donc j'ai cet espace de forme automorphe induite de π. Et les périodes d'entrelacement vont être des formes linéaires qui vivent sur cet espace. Alors j'aurais besoin encore de tordre un élément. Si j'ai un élément de APπ, eh bien, je vais pouvoir regarder son tordu par un caractère non ramifié, par la formule usuelle, exponentielle de lambda hp de g phi de g et hp de g. Donc on écrit g sous la forme nmk, donc avec des notations évidentes, n dans n de a, m dans m de a, et puis ici, dans le compact k et dans le compact maximal standard de g, de ga. Et hp de m, c'est simplement la fonction hm de m. Donc maintenant, je peux donner la formule pour une période d'entrelacement, dans ce cas des W standards. Donc la période d'entrelacement, la voici. Alors elle est associée à une forme automorphe dans l'espace APπ et elle est associée à un caractère non ramifié dans l'espace propre -1 pour W. Donc je vais la noter JW phi lambda. Donc elle est donnée par intégration sur le groupe H de A, donc ça c'est GLN et sur F, divisé par le groupe nxi que j'ai introduit, A m infini de xi. Donc ça c'est le groupe A infini mais relatif à mxi, et je divise par les points rationnels de mxi de phi lambda xi h, et j'intègre sur h. Donc formellement, c'est cette définition-là. Alors cette fonction-là, avec mes définitions, donc j'ai pris soin de prendre lambda dans l'espace propre -1. Donc la fonction phi lambda de xi h, elle ne va pas être invariante exactement par ce groupe. En fait, elle est équivariante pour exponentielle rho p h. Donc ça, c'est équivariant pour exponentielle lambda hp xi xi-1 pour ce caractère-là. Pardon, avec un rho p. Donc rho p, c'est la demi-somme des racines associées au parabolique p. Mais en fait, ceci correspond exactement au caractère modulaire associé à ce groupe, de sorte que l'intégrale fait sens comme ceci. Et voilà. Et d'autre part, formellement aussi, on voit que donc xi, il y a eu un choix, c'est un élément de GF modulo HF, mais le choix n'influence pas, au moins formellement, disons, l'intégrale. Comment ? Donc mxi, c'était obtenu en intersectant m avec en intersectant h avec xi-1 m xi. Donc le mxi, c'est isomorphe à ce groupe-là. Même si ce n'est pas celui-là, mais à conjugaison près, c'est celui-là. Bon, alors,
Il faut donner un théorème maintenant. Donc théorème. Premièrement, c'est que l'intégrale converge. Donc on a convergence pour si les accouplements de lambda contre les coracines. Donc ça, c'est les coracines. Donc ça, c'est les coracines telles que W alpha tchetch égale moins alpha tchetch. Donc si vous voulez, c'est les racines qui tombent dans le Lévi standard associé à W. Bon, donc ça c'est si. Donc on a ceci, on a convergence dans ce domaine-là. On a prolongement méromorphe. Donc à tout l'espace. Ouais, tout l'espace propre associé à la valeur propre moins 1. Et enfin, cette période d'entrelacement, la période est nulle. Eh bien, sauf si, quand je fais agir W sur pi, hein, donc W permuter les composantes de lambda, donc j'obtiens une nouvelle augmentation discrète de M en faisant W pi, si ça c'est pi étoile, c'est-à-dire la conjuguée duale. Donc la contre-ingrédiente composée avec l'automorphisme galoisien. Donc on a nullité, sauf si on a cette symétrie-là. Donc on peut regarder rapidement un exemple. Donc on retourne à l'exemple de GLN croix GLN dans GL2N. Ah non. Enfin, non. Alors l'exemple. Donc de GLN croix GLN dans GL2N. Donc le premier cas, donc on avait vu qu'on intégrait, on avait vu que mxi c'était simplement, donc là on avait xi égale 1, w égale 1. Donc mxi c'était le groupe M1, le groupe M inter H. Donc on voit que dans ce cas-là, la période se factorise par une intégrale sur le groupe M1. Alors je mets un 0. Donc un indice 0, ça signifie que je divise par le groupe central AM1 infini. De quoi? De phi m h dm. Donc on a une telle factorisation. Et donc là, on voit que la période est nulle. Sauf si la représentation pi est, je vais dire, M1 distingué. C'est-à-dire si je décompose ma représentation comme un produit sensoriel sur chaque bloc est GLNF distingué au sens où ce genre d'intégrale ne s'annule pas identiquement sur l'espace de ma représentation. Alors si pi est cuspidal, eh bien on sait que être distingué, ça équivaut à dire que la fonction L d'Assay est associée à un pôle en S égale 1, et ça implique en particulier que ma représentation est à ce moment-là
autodual, enfin conjugué dual. Donc pi égale pi étoile. Donc la non-nullité implique la distinction, donc le fait d'être conjugué dual, autoconjugué dual. Et si W est différent de 1, donc avec mes notations précédentes, donc ça c'est le second cas. Le second cas, et bien à ce moment-là, on a la période, elle se factorise et bien par ce conjugué du groupe MXI qu'on a vu, donc par A bar, on conjugue sur A bar, donc si, H, etc. Où on intègre cette fois-ci sur GLN sur E. Donc de nouveau, on voit que si on écrit pi comme pi1 temps pi2, eh bien on voit à ce moment-là que si la période est non nulle, eh bien à ce moment-là, on a bien que pi1 est isomorphe à la conjuguée duale de pi2. Donc c'était là. On retrouve les deux cas dans les deux cas, on retrouve cette symétrie-là, cette condition nécessaire. Bien. Alors, j'aurais besoin d'objets un peu plus généraux, donc moralement qui sont associés à des W qui ne sont pas standards, c'est-à-dire à des Lévy non standards. Alors non, ça peut effacer, je vais effacer là. Alors le plus simple pour moi, c'est de paramétrer tous les objets en fait par des paraboliques semi-standards qui contiennent M. Donc je vais noter F2 de M, ce sera les sous-groupes paraboliques de G qui contiennent M. Et puis je dirais qu'ils sont de bonne parité, donc leur ensemble sera noté F2 de M. Si le facteur de Lévy semi-standard, donc le facteur de Lévy qui contient M, eh bien, est un Lévy de bonne parité associé à M, donc contenant M. Bon. Et alors, dès que j'ai un élément, dès que j'ai un parabolique qui contient M de bonne parité, eh bien, je vais pouvoir trouver une paire WR avec R standard. Donc R un parabolique standard. WQ CR, et puis pour avoir une unicité, je vais demander que les racines dans MR, donc MR, lui, c'est un Lévy standard, donc j'ai des racines simples associées au Borel habituel. Je demande que W-1 envoie ces racines sur des racines positives, donc à ce moment-là, j'ai unicité d'un tel couple. Donc le point, c'est que W, lui, il vit dans ce groupe WM qui agit par permutation sur les R blocs de M. Donc j'ai un Lévy WM, W-1, donc qui est un Lévy standard. Donc ça, c'est un Lévy standard. Et puis, donc j'ai mon facteur de Lévy de R, MR, est un Lévy standard de bonne parité de WM, W-1. Donc associé à MR, j'ai un W0 comme tout à l'heure, donc qui est dans W, donc qui est dans les permutations de bonne parité qui stabilisent WM
MW-1, et c'est standard. Bon, et bien alors, pour définir plus généralement une période associée à Q, donc on va poser, donc pour phi, une forme automorphe dans l'espace induit de pi, comme tout à l'heure, et puis pour tout caractère de P ou de M, c'est pareil, peut-être trivial sur le centre, donc c'est le sens de l'exposant G, complexe, eh bien on va définir JQ de phi lambda comme la période d'entrelacement précédente associée à W0, associée à la forme automorphe MW lambda de phi. Donc le W, c'était le W associé à Q. Donc ça, c'est le période d'entrelacement. Et donc cet objet-là va appartenir à A. Donc j'ai un groupe standard WM W-1, donc il y a un parabolique associé standard, disons P indice W. Et donc cet objet-là va appartenir à APW pour la représentation WP. Voilà, et j'ai encore à spécifier un paramètre ici. Donc j'aurai de l'image de lambda par W, et puis je vais prendre les points fixes, plutôt la projection sur l'espace propre de valeur propre -1. Donc du coup, ça me fait ma période d'entrelacement, la définition la plus générale de période d'entrelacement que je vais regarder. Alors donc on obtient quelque chose de côté. Donc on obtient comme ça une fonction méromorphe sur l'espace de caractère non ramifié. Mais contrairement, disons, à la théorie des séries d'Eisenstein, où on obtient des choses qui sont holomorphes sur l'axe imaginaire, ici, ces objets-là peuvent avoir des singularités. Donc c'est l'objet de la proposition suivante. On va essayer de comprendre où sont les singularités de ces objets-là. Donc on s'intéresse uniquement à l'axe imaginaire. Donc I, A, P, G étoile. Alors les pôles de JQ phi lambda, en fait, ils sont portés par les singularités sont portées par des hyperplans. Les pôles sont simples et portés donc, par des hyperplans d'équation lambda alpha tchetch égale à 0, où alpha tchetch c'est une racine, disons, du centre de M dans le Lévy semi-standard de Q, qui doit vérifier en plus d'autres propriétés, telles que, donc, disons, on a un groupe M comme ceci. Celui-ci, ça pourrait être MQ. Donc, typiquement, le genre de racine qu'on regarde, bon, ben, ça va être une racine associée à ça, par exemple. Et à cette racine, j'ai la permutation S alpha, permutation de ces deux blocs. Donc, on va demander que S alpha de pi soit égal à pi. Donc S alpha, disons, c'est la transposition associée à alpha. Donc première condition. On a une deuxième condition, c'est que l'opérateur d'entrelacement associé à alpha
Et à 0, eh bien, il va agir par moins 1, donc il préserve APπ, et on demande qu'il agit par moins 1. Deuxième condition. Et troisième condition, donc si on écrit π égale π1 temps πr, et si donc S alpha échange I et J, donc avec J différent de I, eh bien on va demander que les représentations en plus une dernière condition, c'est que donc, pi qui est égal à πj par cette première condition doit être eh bien, distingué par GLNF. Donc on a ces singularités. En fait, elles ne vont pas trop nous déranger pour la raison suivante. C'est le corollaire. Donc je peux, si je prends un élément de mon induite, APπ, je peux former la série d'Eisenstein. Et puis je prends lambda dans un caractère non ramifié de P. Je peux former la série d'Eisenstein, somme sur delta dans GF modulo PF de phi lambda de delta G. Donc, bon, comme d'habitude, on peut faire un prolongement analytique. Eh bien, quand je vais regarder le produit de cet objet-là, donc cette série d'Eisenstein, avec ma période d'entrelacement, alors, bon, ça va apparaître sous forme de complexe conjugué, donc je mets une barre. Donc ça, je regarde ça sur, ici, lambda dans I, dans les caractères non ramifiés imaginaires. Bien, ce produit-là, en fait, n'a pas de singularité. N'a pas de singularité sur I à P étoile. Pourquoi ça? Ben, les singularités possibles apparaissent sous ces hyperplans-là, pour lesquels on a Sp égale pi. L'opérateur d'entrelacement agit par moins 1. Et donc, l'équation fonctionnelle des séries d'Eisenstein va vous dire que cette série d'Eisenstein va s'annuler précisément sur cet hyperplan. Et donc, la singularité ici se compense avec le 0 ici. Et donc, le produit, lui, est régulier sur l'ex imaginaire. Alors du coup, on peut définir un caractère relatif. Donc c'est ces objets-là qui vont intervenir dans la décomposition spectrale. Donc caractère relatif. Donc on va noter E, Q, Pi. Alors on a un G qui va traîner. Donc ici G, c'est un élément de G de A qu'on va traîner. EQPI G F lambda. Donc F, maintenant, c'est une fonction de test sur le groupe. Et ceci s'obtient en sommant sur une certaine base orthonormée pour le produit Peterson de APπ, du produit de la série d'Eisenstein sur lequel je fais agir ma fonction, tordue par lambda. Lambda fois ma période d'entrelacement JQ phi lambda bar. Et alors ces caractères relatifs ont des propriétés de recollement. Donc quand je regarde
Donc si je fixe un Lévy de bonne parité de M, donc je peux regarder l'ensemble des paraboliques de Lévy L, donc cet ensemble noté P de L. Eh bien, si je regarde cette famille-là, EQP GF lambda, quand Q va décrire ce P de L, c'est ce qu'Arthur appelle une GL famille. Donc, c'est-à-dire il y a des conditions de recollement hein, sur les murs qui correspondent à l'intersection de chambres associées à ces paraboliques. Donc il y a des conditions de recollement. Et en plus, qui a décroissance rapide. Donc tout ça sur l'espace I, A, M, G étoile. Donc disons, la propriété de G famille, donc ça, on est ramené à des propriétés sur les périodes d'entrelacement. Et la décroissance rapide, là, je suis en train de mettre quelque chose sous le tapis, en fait, ça c'est assez difficile. Ça, on aura besoin d'estimer des séries d'Eisenstein sur l'axe imaginaire. Bon, alors en tout cas, une conséquence du fait que cette famille-là est une GL famille, eh bien, si je pose ELP de GF lambda égale EQP de GF lambda, hein, donc ça c'est L est un Lévy de bonne parité, et Q c'est simplement un parabolique de Lévy L, et ceci, je vais le faire uniquement pour les lambda dans AM, L étoile, donc c'est les caractères qui vont s'annuler sur le centre de L, et je vais faire ça sur les imaginaires, les caractères imaginaires, caractères unitaires si vous préférez. Alors, à ce moment-là, je peux poser ceci, et ça ne dépend pas du choix. Donc ça résulte de la propriété de GL famille, ne dépend pas du choix de Q. Hein, donc j'ai maintenant un caractère relatif associé à une fonction de test sur le groupe, associé à un caractère unitaire non ramifié de M, trivial sur le centre de L, et associé donc à ce L qui est un Lévy de bonne parité. Donc je peux formuler le résultat. Donc le théorème est le suivant. Donc c'est pour tout G dans G de A, et puis pour toute fonction test. Donc vous vous rappelez, le problème c'était de comprendre, donc on avait le noyau automorphe associé à F, que j'évaluais sur la variable G dans G de A, et que j'intégrais sur la seconde variable sur mon sous-groupe GLN sur F. Donc j'intègre en fait sur les points adéliques modulo les points rationnels. Donc c'était cette intégrale-là que je voulais décomposer. Eh bien, cette intégrale-là, c'est la somme sur les triplets M, L, pi, d'un certain coefficient CML, fois l'intégrale sur l'espace des caractères unitaires AML étoile, du caractère relatif ELP G F lambda de lambda. Alors, sur quoi on somme? Eh bien, M, c'est un Lévy standard. L, c'est un Lévy qui contient M de bonne parité. Pi,
c'est une représentation discrète de M, et puis le coefficient CL, c'est un coefficient combinatoire assez simple. C'est le nombre de paraboliques de Lévy M, puissance moins 1, fois 2 puissance, moins la dimension de l'espace à L étoile. Et dans cette somme, on a convergence absolue. Donc voilà le résultat de la décomposition spectrale. Alors juste quelques mots de la preuve. Comment apparaissent ces caractères relatifs? Alors sur la preuve, bon, l'idée c'est de faire intervenir un opérateur de troncature. En l'occurrence, on utilise l'opérateur de troncature mixte. De Jacquet, Lapide, Rogawski. Donc c'est un opérateur qui va transformer toute fonction, qui va essentiellement transformer toute fonction à croissance modérée sur le groupe G en une fonction à décroissance rapide sur le groupe H. Donc quand on regarde une fonction sur le groupe G, quand on lui applique cet opérateur de troncature mixte, donc c'est donné par essentiellement la formule habituelle d'Arthur, où on somme sur tous les paraboliques de G mais tous les paraboliques standards de G, donc ça c'est les standards, et moralement on somme sur les paraboliques qui vont être stables par l'involution galoisienne. Donc on va sommer sur les h de f modulo p inter h de f, avec la condition d'être dans une certaine chambre obtuse, avec un certain paramètre P fois le terme constant delta G. Donc on a cet opérateur de troncature qui nous transforme toute fonction, disons, à croissance modérée en une fonction à décroissance rapide, mais sur H. Donc là, c'est avec des H. Alors, comment on s'en sert? Eh bien, c'est que dans le membre de gauche, dans le théorème, il va s'obtenir comme la limite quand t tend vers l'infini en un certain sens de l'intégrale, donc la même intégrale du noyau, où j'applique cet opérateur de troncature sur la seconde variable, donc ce que je note k lambda mt. Et maintenant, celui-ci, alors une fois qu'on a appliqué cette troncature, d'un point de vue spectral, c'est beaucoup plus simple. Et on a une décomposition spectrale qui découle assez aisément de celle de Langlands. Donc on somme sur les paires M, un Lévy standard, pi d'une représentation discrète de M. Alors il y a un coefficient ici que ça sert à rien que je l'explicite. Et on trouve un nouveau caractère relatif. Et celui-ci, eh bien, il s'obtient à partir donc, de la série d'Eisenstein comme précédemment et de l'intégrale, disons de la même série d'Eisenstein, mais tronquée par cet opérateur. Donc le problème, c'est, pour obtenir le développement spectral, c'est d'arriver à déterminer cette limite. Et alors pour ça, et c'est ça qui fait le lien avec les périodes d'entrelacement,
eh bien, on a la formule suivante. Donc on a le théorème suivant. C'est que pour t qui tend vers l'infini, disons loin des murs, donc disons assez régulier, eh bien, on a un développement asymptotique pour ce caractère relatif que j'ai noté, ET. Donc à quoi il ressemble? Eh bien, on va retrouver la somme. Donc ici, j'ai fixé, disons, pi, c'est une représentation discrète dans les vis standards m. On va retrouver la somme sur tous les paraboliques contenant m de bonne parité. Alors il y a un coefficient aussi que j'ignore, qui n'a pas d'importance à ce stade, fois les caractères relatifs EQPI, et fois des coefficients familiers dans les travaux d'Arthur. Fois exponentielle lambda tq θ q lambda. Alors, ce n'est pas une formule exacte. Il y a un terme d'erreur, un grand taux de exponentielle moins epsilon t. Donc, on peut dire que pour tout epsilon, disons epsilon est positif, fois, on divise 1 plus lambda puissance q. Donc il y a une certaine norme sur l'espace des caractères, norme de lambda. Le q est assez grand. Et puis ça, c'est pour tout lambda. Pour tout lambda dans l'espace AM, G étoile. Donc on a cette formule asymptotique. Donc disons ce caractère relatif qui est construit à l'aide de séries d'Eisenstein et surtout de périodes tronquées de séries d'Eisenstein, eh bien, disons le fond de l'affaire de ce théorème, c'est que ces périodes tronquées de séries d'Eisenstein s'expriment à l'aide des périodes d'entrelacement que j'ai définies, qui apparaissent dans cette expression-là, associées aux paraboliques de bonne parité, mais il y a un terme d'erreur. Donc c'est assez proche en fait des formules de Masselberg de Langlands qui évalue, ou Langlands et Arthur, qui évalue asymptotiquement le produit scalaire de deux séries d'Eisenstein pour une représentation discrète. Alors quand on est, mais je n'ai pas le temps d'expliquer, si on suppose ici que pi est cuspidal, alors carrément ici on n'a pas de terme d'erreur, la formule devient exacte pour les cuspidales. C'est une formule de Masselberg qui était déjà chez Jacquet, Lapide, Rogatsky. Bon, je ne sais pas si... Je crois que j'ai... Donc juste ce que je voulais dire en plus, donc derrière tout ça, donc pour établir la convergence absolue, et même pour établir, disons, une fois qu'on est à ce stade-là, c'est presque un exercice, à cela près qu'il faut mettre dans la machine le fait que ces fonctions-là sont à décroissance rapide sur ces espaces-là. Et pour faire ça, il a fallu que j'étende des majorations de séries d'Eisenstein sur l'axe imaginaire, qui était dû dans le cas cuspidal à Lapide, et qu'en étant ici au cas discret, et pour ça, on établit une formule en fait exacte pour le produit scalaire de séries d'Eisenstein associé à des représentations discrètes, ce qui permet de tout exprimer en termes, disons, d'opérateurs d'entrelacement, et là, on peut utiliser les majorations des opérateurs d'entrelacement dues à Arthur. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Merci.